Il parle sans gêne de son obsession pour le lolicon et il fantasme sur des filles qui ressemblent à des gamines de 12 ans. J'ai découvert mon premier forum incel à 13 ans, même s'il ne portait pas encore ce nom. Mais les idéologies, elles, étaient déjà bien présentes. À l'époque, j'étais malheureux. J'avais peu d'amis, mes notes étaient catastrophiques, et je me faisais harceler constamment. Cela m'a poussé à me renfermer sur moi-même, à passer mes journées à jouer aux jeux vidéo et à haïr la vie. Je détestais tout le monde, car mes seules expériences sociales étaient faites de moqueries et d'humiliations. J'ai commencé à être harcelé à l'âge de 4 ans et ça n'a cessé qu'au milieu du lycée. Les forums étaient remplis de gens qui pensaient comme moi. Ça me faisait me sentir en sécurité, comme si j'avais raison. Je n'avais pas besoin de faire le dur travail pour m'améliorer, ils me disaient que je pouvais simplement abandonner. Personne ne m'aimera jamais, alors pourquoi essayer? Tu es un raté social, alors à quoi bon? Alors j'ai arrêté de me laver, de manger, de prendre soin de moi. Je me suis laissé aller, parce que ces groupes me disaient que, quoi que je fasse, j'échouerais. Je suis devenu jaloux des gens plus populaires que moi, jaloux de ma sœur parce qu'elle était jolie et bien dans sa peau. Elle avait un copain, alors que toutes les filles me détestaient. À l'époque, je ne comprenais pas que si j'avais simplement pris soin de moi, si je m'étais lavé, peut-être qu'elle ne m'aurait pas trouvé repoussant. Je détestais les immigrés, les gays, les femmes, les beaux mecs. Tous ceux que je voyais comme plus réussis que moi. Sortir de cette mentalité a été un parcours difficile, mais j'y suis parvenu. J'ai redressé mes notes, je me suis fait des amis et je suis allé en thérapie. Et aujourd'hui, j'ai même un petit ami, quelle ironie. Quand je croise des incels ou des gens dans cet état d'esprit, je ne ressens plus de haine. Ils souffrent, ils sont perdus et ont besoin d'aide. La dépression est un monstre, et certains réagissent en s'isolant ou en attaquant. Quand je repense à l'adolescent que j'étais, j'ai juste envie de le prendre dans mes bras et de lui dire que tout ira bien. Mon Dieu, au lycée, je portais des fédoras. Je croyais dur comme fer que ma prétendue intelligence supérieure et mes théories sociales basées sur la science me mettaient à part, au-dessus des autres. Dans ma tête, j'étais une sorte de James Bond version intello, un agent secret incompris, mais maître dans des domaines obscurs comme la physique quantique, la psychologie évolutionniste ou je ne sais quel autre truc piqué à moitié sur un forum Reddit. En réalité, j'étais juste super gay. Genre vraiment, sans détour. Mais tellement enterré dans le placard que mon adresse postale aurait pu être à Narnia. Et niveau cerveau? Je n'étais pas idiot, non, mais certainement pas ce génie que j'imaginais être. J'avais l'attention d'un poisson rouge hyperactif. Je sautais d'un sujet à un autre sans jamais creuser quoi que ce soit, empilant juste des miettes de savoir comme un corbeau collectionne des objets brillants. Et ce style vestimentaire. J'en parle? Non, vraiment, j'avais besoin qu'on m'arrache ma garde-robe comme une intervention d'urgence. J'avais l'air d'un figurant rejeté d'un film steampunk fauché. Il n'y avait rien qui allait ensemble, ni sur le plan vestimentaire ni dans mon rapport à moi-même. Le plus fou, c'est que je croyais que tout le monde autour de moi ne comprenait juste pas mon génie. En réalité, il voyait probablement juste un gamin mal dans sa peau, paumé, qui se cachait derrière des airs d'assurance fabriqués de toutes pièces. Aujourd'hui, je regarde cette version de moi avec un mélange de tendresse et de gêne. J'étais perdu. Mais au moins, maintenant je suis sorti du placard. Et j'ai brûlé ce foutu fedora. Je ne me considérais pas vraiment comme un incel à l'époque, surtout parce que je ne connaissais même pas ce mot, mais avec du recul, je me comportais clairement comme tel au lycée. J'étais ce genre de mec qui tenait la porte à une fille, espérant ensuite qu'elle tombe amoureuse de moi juste pour ça, comme si ce simple geste ouvrait la voie à une histoire d'amour. Le problème, c'est que je n'étais pas particulièrement attirant à cette époque et que je pensais qu'être gentil suffisait pour plaire. Je croyais sincèrement que la gentillesse était une sorte de monnaie d'échange pour obtenir de l'attention, de l'affection, ou même plus.
Je m'étais enfoncé dans cette logique complètement tordue où je voyais les Chads comme des adversaires et les Stacy comme des récompenses qu'on me volait. Un vrai scénario d'ado frustré. Avec le temps, beaucoup de choses ont changé. En fait, j'ai simplement grandi. J'ai compris que cette vision des choses était incroyablement immature et complètement déconnectée de la réalité. Les gens autour de moi n'étaient pas des personnages secondaires dans ma propre histoire, c'étaient des êtres humains, avec leurs pensées, leurs envies, leurs histoires. Si quelqu'un te tient une porte, tu ne vas pas tomber amoureux pour autant. C'est un geste de politesse, pas une déclaration d'amour. Les relations, les vraies, se construisent sur des bases bien plus profondes que des attentions superficielles ou des attentes mal placées. Aujourd'hui, quand je repense à celui que j'étais à cette époque, j'ai presque honte. J'étais persuadé d'être un incompris, alors qu'en réalité, j'étais surtout égocentrique et mal informé. Sérieusement, ce mec du lycée que j'étais, un vrai connard. J'étais ce mec un peu flippant, celui que tout le monde connaissait pour avoir demandé à sortir avec littéralement toutes les filles du lycée. Une par une. Sans exception. À l'époque, je ne comprenais pas du tout ce que je faisais de travers. J'avais grandi avec cette idée qu'en jouant le rôle du gentleman du Sud, les choses finiraient par marcher. Politesse, compliment à la limite du cliché, un petit medam ou deux balancés ici et là. Mais au final, aucun résultat. Rien, à part des malaises et des silences gênés. Ce n'est qu'une fois arrivé à la fac que j'ai entamé une vraie remise en question. Et là, tout s'est éclairé. La première chose, et probablement la plus importante, que j'ai comprise, c'est que les femmes ne sont pas des distributeurs automatiques de sexe dans lesquels tu balances des pièces de gentillesse en espérant recevoir une récompense. Elles doivent avoir envie de toi. Elles doivent te choisir. Tu ne gagnes rien à être gentil si c'est juste pour espérer un retour. J'ai continué à rendre service, à être respectueux, à écouter, mais j'ai arrêté de le faire en attendant quelque chose. Et ça change tout. Deuxième grande révélation, il fallait que je devienne quelqu'un de présentable. Ce que j'avais toujours imaginé comme une montagne s'est révélé beaucoup plus simple que prévu. Un coup de tondeuse, fini les cheveux gras et incoiffables, remplacé par une coupe nette, propre, facile à entretenir. J'ai rasé ce pauvre semblant de barbe qui faisait plus penser à un duvet post-puberté qu'à une vraie pilosité virile. Ensuite, un peu de soin pour ma peau, un traitement au peroxyde de benzoïle, et petit à petit, les boutons ont commencé à disparaître. Et comme j'étais déjà dans la fanfare, j'ai utilisé ça comme activité physique régulière. Ça m'a permis d'éviter de prendre du poids comme beaucoup le font à la première année d'université. Ce que j'ai compris au final, c'est que je m'étais longtemps saboté tout seul. Pas par méchanceté, mais par ignorance. J'avais intégré un schéma complètement tordu où je pensais que les bonnes intentions suffisaient à mériter l'amour. Alors qu'en vérité, il faut bosser sur soi. Se comprendre, se respecter, se présenter au monde de façon authentique. C'est fou de voir à quel point les murs qu'on se prend en pleine face sont souvent construits par nos propres mains. J'ai grandi entouré de deux femmes particulièrement cruelles, ma tante et ma grand-mère. Elles m'ont complètement façonné dans la honte et le rejet. Elles m'avaient convaincu que j'étais affreusement laid, pitoyable, un raté complet. Elles insinuaient même que je ferais peut-être mieux d'être gay, comme si c'était un choix à faire, puisque, selon elles, je n'avais aucune chance avec les femmes de toute façon. Elles ne s'arrêtaient pas là. Comme j'étais immigré, elles ont aussi planté en moi cette idée toxique que mon origine me rendait bizarre, presque suspect. Que pour les femmes ici, je ne serais jamais un bon parti. Juste un gars différent, un peu étrange, un peu à part. Quelqu'un dont on se moque ou qu'on ignore. Et moi, j'ai cru tout ça. J'ai absorbé chaque mot, chaque sous-entendu. Je me suis construit avec cette image déformée de moi-même. Et comme beaucoup de jeunes paumés, j'ai transformé ma douleur en colère. Une colère froide, silencieuse, dirigée sans trop comprendre contre les femmes, contre le monde, contre tout ce qui me renvoyait à ce sentiment d'exclusion.
Mais un jour, les choses ont commencé à changer. Je ne saurais même pas dire exactement comment. Petit à petit, je me suis rendu compte que cette image que j'avais de moi ne correspondait pas à la réalité. Je n'étais pas laid. En fait, beaucoup me trouvaient même plutôt séduisant. Ce qui me paraissait inconcevable pendant des années devenait soudain une vérité difficile à intégrer. Et le plus incroyable, c'est que mon accent, celui dont j'avais eu tellement honte, plaisait. Il intriguait. Mon côté étranger n'était pas un handicap mais un charme, un mystère qui attirait. Ce que j'avais toujours cru être un poids se révélait être une force. Ce qui me soulage, c'est d'avoir compris tout ça avant de sombrer trop profondément dans la haine. Avant de me refermer complètement. J'aurais pu gâcher ma jeunesse, perdre des années à nourrir un ressentiment qui ne m'appartenait même pas. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, heureusement que je me suis réveillé à temps. C'est un peu comme une prophétie qui s'auto-réalise. Tu commences par te dire que tu mérites une copine. Tu es persuadé que ça devrait arriver, comme une sorte de droit automatique. Sauf qu'en réalité, à ce stade-là, tu n'es probablement pas prêt. Personne ne l'est au départ, ni les garçons ni les filles. On débute tous maladroits, un peu paumés, avec des idées fausses plein la tête. Puis vient le rejet. Inévitable. Et là, tu tombes des nues. Tu ne comprends pas. Tu te sens blessé, humilié. Et derrière cette douleur, il y a la colère qui pointe. Alors tu commences à t'attendre au rejet. Tu l'anticipes, tu le portes sur toi comme une armure mal ajustée. Et les autres le sentent. Surtout les femmes. Cette énergie-là, ce mélange de frustration, de besoin, de rancœur, ce n'est pas discret. Et, franchement, ça fait peur. Peut-être même à juste titre. C'est un cercle vicieux. Tu vibres le rejet, tu l'attires. Tu vois le regard des autres qui se détournent et tu te dis que tu avais raison, tu n'es pas fait pour ça. Tu es condamné à rester seul. Tu prends chaque distance comme une preuve de ton échec. Ce que personne ne te dit, c'est qu'il y a une sorte de tour de magie mentale, une ruse zen presque contre-intuitive, quand tu acceptes vraiment d'être seul, quand ça ne te pèse plus, quand tu ne cherches plus désespérément à combler ce vide, alors quelque chose change. Ce jour-là, tu deviens vraiment libre. Et c'est cette liberté-là qui attire. Pas parce qu'elle fait de toi un séducteur, mais parce qu'elle te rend stable. Tu n'as plus peur de tenter quelque chose, tu prends les choses avec recul. Tu ne t'effondres plus à la moindre déception. Et ça, c'est un parfum qu'on repère immédiatement. L'inverse du mélange toxique de colère et de besoin. Ce dernier, d'ailleurs, ne sent bon sur personne. Ni chez les mecs ni chez les filles. Et ce n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas du faux charisme gonflé à l'ego. Ce n'est pas cette posture pleine de bruit, cette espèce de virilité criarde qui cache un gouffre intérieur. Non, c'est autre chose. C'est le fruit d'un vrai travail. Une maturité qu'on gagne à force d'efforts honnêtes. Quand tu prends le temps de te construire, d'assumer qui tu es et de chercher à t'améliorer non pas pour plaire, mais pour être bien avec toi-même. Alors oui, bravo à ceux qui ont eu le courage de faire ce chemin. Parce que c'est tout sauf facile. Mais c'est exactement là que commence la vraie transformation. J'étais un lecteur assidu du subreddit des incels, à l'époque où il existait encore. C'était l'un des seuls endroits où les gens osaient vraiment dire les choses telles qu'ils les ressentaient, sans filtre, sans masque. Avant que Reddit ne décide de le bannir, c'était un espace brutal, oui, mais honnête. Et quand je lis les commentaires sur ce genre de discussion aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des gens ne comprennent même pas ce que le mot incel signifie vraiment. Un vrai incel, ce n'est pas juste un ado maladroit ou un mec timide qui a eu une période difficile au lycée. Non. Un vrai incel, c'est un gars que la société juge irrécupérable. Un type avec un QI de 85, déjà chauve à 21 ans, qui mesure 1,60 m les bras levés, avec des dents en ruine, une structure osseuse bizarre, un visage qui dérange.
Pas juste quelqu'un qui avait besoin d'un peu de confiance ou d'un coup de peigne. Non, un vrai rejeté. Pas ces pseudo-incels qui racontent qu'ils ont juste traversé une phase d'introversion. Cela n'était pas incel. Ils étaient juste paresseux. Sur l'ancien forum, les discussions étaient dures, obsessionnelles parfois, mais pleines de cette lucidité crue que les autres espaces n'acceptaient pas. Les mecs y parlaient sérieusement de chirurgie faciale, de refaire leur mâchoire, leur menton, leur nez, parce qu'ils pensaient que c'était leur seule chance. Ils parlaient aussi de traitements pour faire repousser leurs cheveux, de routines extrêmes pour transformer leur corps. Il y avait même un mot pour eux, les gincels. Ils passaient des heures à la salle, non pas pour leur santé, mais parce que c'était leur dernier espoir. Et ce qu'ils détestaient plus que tout, c'étaient les faux incels. Ces mecs qui venaient raconter qu'ils étaient sortis avec quelqu'un au deuxième rendez-vous parce qu'ils avaient pris leur courage à deux mains. Sérieusement ? Tu crois qu'un incel se motive et trouve une copine comme ça ? Non. Ce genre de gars n'a jamais été un incel. Il avait juste besoin de grandir un peu. Les vrais, eux, devaient passer par des années de transformation physique, de souffrance, parfois même d'humiliation. Certains allaient jusqu'à payer des travailleuses du sexe, juste pour ne plus porter l'étiquette de vierge à vie. Pas par plaisir, mais pour cocher une case. Pour avoir une chance de se sentir humain. Et maintenant, voilà que les mêmes gens qui ont applaudi la suppression de ce groupe viennent raconter leurs petites success stories à base de développement personnel et de bonnes ondes. Ils veulent des récits édifiants, des témoignages doux qui leur confirment qu'ils ont eu raison de fermer la bouche à ceux qui les mettaient mal à l'aise. Mais vous n'avez jamais compris ce qu'était ce monde. Vous êtes ceux que les incels détestaient. Et franchement, quand on voit votre hypocrisie, ils n'avaient peut-être pas tort. J'ai un pote, il a 37 ans, et il n'a jamais couché avec quelqu'un. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà embrassé une femme. Mais quand je l'écoute parler, je vois bien ce qui se passe dans sa tête. Il est convaincu, profondément, qu'il n'est pas assez bien pour qu'une vraie femme veuille de lui. Pas une femme qu'il désire vraiment, en tout cas. Il a ce discours un peu idéaliste où il dit que ça doit être spécial, que ce genre de choses ne devrait pas se faire avec n'importe qui. En soi, c'est respectable. Le problème, c'est qu'en parallèle, il a des critères complètement déconnectés de la réalité. Des attentes irréalistes, surtout pour quelqu'un qui, à ce stade, n'a jamais eu de relation. Je me souviens d'une collègue à lui qui, selon moi, montrait clairement un intérêt. Elle faisait des petits gestes, entamait les conversations, souriait plus que nécessaire. C'était évident. Et pourtant, lui, il trouvait toujours une excuse pour ne pas aller plus loin. Il disait qu'elle avait des enfants, que ça compliquerait tout. Ou alors qu'elle n'était pas assez mince pour lui. Ou qu'elle avait ce regard bizarre. Il se sabote lui-même, à chaque fois. Le plus triste, c'est qu'il est fondamentalement gentil. Mais il est incroyablement maladroit, toujours sur la réserve, comme s'il avait peur de lui-même. Il crée des barrières invisibles pour ne pas avoir à affronter le rejet. Et je suis convaincu que si, un jour, il arrivait à se poser vraiment, à parler avec une femme de façon honnête, sans se cacher derrière ses exigences impossibles ou son malaise social, il pourrait très bien rencontrer quelqu'un. Il n'a pas besoin de se transformer, juste d'être vrai. Mais pour ça, il faudra qu'il laisse tomber cette image parfaite de la femme idéale qu'il s'est construite pour éviter le risque, et qu'il accepte de vivre quelque chose de réel, avec ses imperfections. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui compte. J'étais assez proche d'un gars à la fac qui, même s'il ne l'aurait jamais admis, rentrait clairement dans la catégorie incel. Le stéréotype du mec à barbe de cou, toujours en train de se plaindre que les filles ne s'intéressent pas à lui. Il était convaincu que c'était à cause de son poids, de son look de nerd, et que les femmes étaient toutes trop superficielles pour voir à quel point il était un mec bien. Mais voilà le truc, des gens en surpoids couchent, sortent, tombent amoureux, tout le temps. Ça n'a rien de rare. La différence, c'est qu'ils savent créer un lien. Ils sont drôles,
chaleureux, sincère, et surtout, il ne se réfugie pas dans une posture de victime en permanence. Il ne confond pas gentillesse avec cette attitude d'attente pesante qui dit « Regarde comme je mérite ton affection ». Le problème avec mon pote, c'est qu'il pensait être rejeté à cause de ce qu'il était extérieurement, alors que ce qui le plombait vraiment, c'était son amertume. Il ne le montrait pas toujours ouvertement, mais ça suintait dans ses mots, dans sa manière de parler des femmes, dans son incapacité à se remettre en question. Il était persuadé que le monde lui devait quelque chose. Comme si, parce qu'il était gentil, il devait recevoir de l'amour en retour. Mais la gentillesse réelle ne s'échange pas contre des relations, encore moins contre de l'intimité. Et franchement, il y a une citation du film The Social Network qui résume parfaitement la chose. Elle devrait être tatouée sur le front de tous les nice guys qui ne comprennent pas pourquoi rien ne marche pour eux. Tu vas passer ta vie à croire que les filles ne t'aiment pas parce que t'es un nerd. Et je veux que tu saches, du fond du cœur, que ce ne sera pas vrai. Ce sera parce que t'es un connard. C'est violent, mais c'est aussi la vérité. Ce n'est pas ton look, ton poids ou tes hobbies qui te sabotent. C'est ce ressentiment, cette amertume que tu traînes partout et qui finit par repousser tout le monde. Pas parce que tu es bizarre, mais parce que tu refuses de voir que le problème vient de l'intérieur. J'ai choisi d'être vierge. Bien sûr, Edwin. Évidemment. Tu as 31 ans, tu passes tes soirées à te masturber compulsivement, mais tu prétends que c'est un choix. Le problème, c'est que mon pote coche toutes les cases du cliché du puceau weeb. Il se prend pour un intellectuel incompris, regarde les autres de haut dès qu'il n'adhère pas à ses opinions, et il s'imagine mériter une femme qui sort tout droit d'un fantasme d'anime. Mais pas n'importe quelle femme, attention. Il veut une japonaise. Petite. Vierge. Avec un petit défaut dentaire bien précis, une canine légèrement en avant parce que, selon lui, c'est kawaii. Il en parle comme d'une quête sacrée. Comme si ce détail ridicule était la clé de son bonheur. Le mec a réduit ses chances de rencontrer quelqu'un à une fraction microscopique de la population mondiale. Et en face de ça, qu'est-ce qu'il propose? Une barbe irrégulière qui fait plus négligé que viril, une surcharge pondérale de 3 chiffres, une attitude condescendante et une vieille Honda Civic de 1996 avec plus de 200 000 km au compteur. Voilà ce qu'il met sur la table. Alors pourquoi je traîne encore avec lui? Honnêtement, par pitié. Je le plains, vraiment. Parce que je sais que sous cette carapace d'arrogance et de délire nipponophile, il y a un type paumé, frustré, qui ne sait pas comment briser le mur qu'il a construit lui-même autour de sa solitude. Il croit qu'il lui faut quelque chose d'absolument parfait, alors qu'en réalité, il aurait juste besoin de s'arracher à son fantasme. De se regarder en face. S'il rasait cette barbe incomplète, perdait une centaine de kilos, se bougeait à la salle de sport un jour sur 2, et surtout, s'il arrêtait de balancer ses théories sur le monde comme si c'était l'évangile, alors, peut-être, il pourrait rencontrer une femme normale. Pas une icône 2D avec une dent de travers, mais une vraie personne, avec des défauts, de l'humour, de la patience. Quelqu'un qui pourrait l'aimer s'il acceptait d'être simplement humain. Mais pour l'instant, Edwin choisit d'être vierge. Bien sûr qu'il le choisit. Un jour, j'ai relu mes anciens messages avec une fille que je voulais absolument séduire. Je les ai relus en essayant de comprendre ce que je pensais à l'époque, et ce que j'ai vu m'a donné la nausée. J'essayais, message après message, de saboter sa relation avec son copain. Parce que j'étais gentil. Parce que je pensais que ça me donnait le droit d'être choisi. Parce que, quelque part, j'étais convaincu que je le méritais plus que lui. Et là, en regardant noir sur blanc ce que j'avais écrit, j'ai eu un vrai choc. Une claque dans la gueule. Je me suis dit, putain, mais c'est horrible, ce que t'as fait. Elle me considérait comme l'un de ses meilleurs amis. Elle me faisait confiance. Elle m'ouvrait une partie d'elle que peu de gens voyaient. Et moi, pendant tout ce temps, je m'étais servi de cette confiance comme d'un levier pour essayer de briser son couple. Et quand ça ne marchait pas, quand elle ne me choisissait pas,
je devenais cruel. Je disais des choses horribles, blessantes. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je ne supportais pas d'avoir perdu. J'ai littéralement réussi à la faire pleurer. Pas une fois. Plusieurs fois. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je trouvais toujours une justification pour ça. Je me disais que j'étais juste un mec bien, un type loyal, un peu blessé. Mais en vrai, j'étais toxique. J'étais le problème. Ce genre de souvenir, ça ne te quitte pas facilement. Même si ça date de plusieurs années, il y a des nuits où j'y repense et où je me demande comment j'ai pu être ce genre de mec. Comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi égoïste, aussi manipulateur sans même m'en rendre compte. Mais un jour, en y repensant encore une fois, j'ai compris. Mon état d'esprit à l'époque était pourri. Je pensais que la gentillesse devait être récompensée. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on méritait, pas quelque chose qu'on partageait. Et c'est cette prise de conscience-là qui a commencé à tout changer. Depuis, je suis quelqu'un de différent. Pas parfait, mais beaucoup plus lucide. Et je ne pouvais pas juste passer à autre chose. Alors j'ai contacté toutes les personnes concernées. Je leur ai présenté mes excuses. Des excuses vraies. Parce que je n'arrivais pas à faire taire ce poids-là, cette culpabilité. Il fallait que je reconnaisse ce que j'avais fait, à eux et à moi-même. Et même si ça ne gomme rien, ça m'a permis de commencer à devenir quelqu'un de meilleur. Un jour, un ami m'a donné un conseil qui allait changer ma vie. Il m'a demandé de prendre une feuille de papier et de tracer 2 colonnes. Dans la première, je devais écrire toutes les qualités que je cherche chez une partenaire. J'ai noté les classiques, sexy, intelligente, bienveillante, drôle, cultivée, en forme, ambitieuse. Bref, le portrait de la femme idéale, celle qu'on rêve tous de rencontrer. Puis, il m'a dit de fermer les yeux et de l'imaginer. De la visualiser vraiment. De lui donner un visage, une présence. De croire qu'elle était réelle. Et c'est là qu'il a donné un titre à la 2e colonne, chose qui pourrait attirer cette femme chez toi. J'ai regardé la page. Rien ne me venait. Le vide. Je suis resté là, bloqué, et puis j'ai commencé à pleurer. Parce que ce vide-là, il m'a frappé plus fort que toutes les ruptures, que tous les rejets. Ce blanc, c'était moi. J'avais passé tant d'années à rêver d'un idéal sans jamais me demander une seule fois si moi, je pouvais être à la hauteur de ce rêve. Je n'avais rien construit. Je n'avais fait aucun effort conscient pour devenir quelqu'un de réellement attirant. Ce bout de papier m'a hanté pendant un moment. Mais je ne l'ai pas jeté. Je l'ai gardé. Et petit à petit, j'ai commencé à remplir cette 2e colonne. J'ai perdu du poids. J'ai changé de style, pris soin de moi, appris à mieux me présenter. Je suis allé en école de droit. J'ai décidé de me consacrer au droit à but non lucratif, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que ça faisait sens avec mes valeurs. Parce que je voulais pouvoir me regarder dans un miroir et aimer ce que je voyais. Et aujourd'hui, pendant que j'écris ça, je suis assis à côté de la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. On est fiancés. Elle est brillante, douce, drôle, et elle me regarde comme si j'étais quelqu'un qui valait le coup. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où je suis entièrement d'accord avec elle. Bon, son chat est un petit connard. Mais on travaille là-dessus. Je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu mon adolescence à la fin des années 80 et au début des années 90, bien avant l'arrivée d'Internet, et encore plus des réseaux sociaux. À l'époque, je n'arrivais même pas à décrocher un rendez-vous, encore moins une petite amie. Il faut dire que je n'étais pas franchement un bon parti, je souffrais de troubles dépressifs persistants, faites la queue mesdames, et j'avais globalement du mal à m'adapter. On me considérait un peu comme un type bizarre. J'avais plus ou moins accepté que c'était de ma faute, ce qui, à court terme, m'a nui, mais qui, à long terme, a sans doute été bénéfique pour tout le monde, moi compris. Au final, j'ai dû me prendre en main. Mais si,
À l'époque, j'avais eu accès aux saletés de discours incel qu'on trouve aujourd'hui en ligne, j'ai bien peur que j'y aurais adhéré à fond. Un grand groupe de gens comme moi pour me dire que ce n'est pas de ma faute ? Que je peux arrêter de me morfondre et commencer à haïr ? Génial. J'en suis. J'aurais pu célébrer mon statut au lieu de le remettre en question et d'essayer de le changer. Je suis sûr que j'aurais été très tenté. Les réseaux sociaux ont érodé, voire détruit, la notion de vie privée que les générations X et antérieures tenaient pour acquise. À notre époque, on pouvait être un marginal, être bizarre, seul dans son coin, et évoluer avec le temps, si on le souhaitait. Pour les millénials tardifs et les générations suivantes, même en quarantaine, il n'y a plus vraiment de solitude, plus de vrais moments pour réfléchir. Tout semble désormais exposé, en quête de likes ou d'autres formes de validation que mon cerveau embrumé de quadragénaire peine à saisir. Les incels sont devenus une forme de validation sociale qui n'aurait pas pu exister avant l'ère des réseaux sociaux. À l'époque, organiser un tel réseau aurait été logiquement et techniquement impossible, en dehors de quelques petits groupes marginaux dans les lycées. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement. J'ai une certaine pitié pour les incels, parce qu'à 20 ans près, j'aurais pu en faire partie. J'ai été célibataire involontaire dans le sens où je souhaitais avoir des relations sexuelles, mais je ne rencontrais jamais personne d'intéressé. Je ne faisais aucun effort non plus, donc c'était un peu de ma faute. Mon mode de vie ne favorisait pas vraiment les rencontres, donc c'était compliqué. Quand j'ai enfin commencé à sortir et à avoir des relations, c'était comme si un poids énorme s'enlevait de mes épaules. Je me suis rendu compte qu'avant ça, je me sentais incomplet à cause de mon incapacité à créer un lien avec quelqu'un, et que ça me freinait dans d'autres aspects de ma vie. J'avais l'impression que rien d'autre ne valait la peine d'être poursuivi tant que je n'avais pas franchi cette étape de l'âge adulte. Avec le recul, j'aurais aimé m'investir davantage dans mes autres passions. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant attendu. Peut-être que c'était la dépression, liée à la solitude. Petite réflexion en plus, je pense que j'ai longtemps repoussé les rencontres parce que je croyais devoir d'abord mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai donc attendu d'avoir atteint certains jalons personnels. Une fois ces objectifs atteints, je n'avais plus d'excuses et je me suis lancé dans les rencontres en ligne. La première m'a ghosté, et ça m'a vraiment fait mal, surtout après avoir fait un pas en avant. Mais avec la deuxième, le courant est tout de suite passé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer profondément. Ça en vaut la peine. Je suis ami avec un gars qui faisait partie d'un site incel assez connu. Il postait aussi pas mal sur Reddit, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Il est encore en pleine évolution personnelle. Il était incroyablement en colère. Il accusait son apparence d'être la cause de son échec avec les femmes, et rien ni personne ne pouvait le convaincre que le vrai problème n'était pas là. En réalité, il pensait qu'il ne pourrait être heureux qu'avec une femme vraiment canonne. Un jour, on traînait ensemble et on parlait de la façon dont il voulait aborder des femmes pendant une sortie. On était dans un endroit assez chic, dans un quartier rempli de femmes très haut de gamme, le genre à porter des vêtements de sport de luxe, à passer leur vie à faire du vélo en salle, à suivre des régimes stricts, à avoir des cheveux et des ongles parfaits. Des femmes vraiment très investies dans leur apparence. Il y avait aussi les serveuses et quelques clientes de notre âge. Mais lui, il ne voyait littéralement que les belles. Il était frustré à l'idée qu'elle ne sortirait jamais avec un mec comme lui, quelqu'un sans réelle ambition professionnelle, qui refusait de se conformer, que ce soit dans la façon de s'habiller ou de manger, etc. Et les femmes moyennes présentes ce soir-là, pour lui, elles n'existaient tout simplement pas. C'était déshumanisant. Je le considérais comme un égal, un ami, mais lui, il ne me voyait pas comme aussi humaine que ces femmes en leggings de luxe. Finalement, il a vu un thérapeute. Plusieurs, en fait. Au début, c'était surtout pour pouvoir dire qu'il l'avait fait, mais il a fini par s'y tenir. Il en a consulté plusieurs jusqu'à en trouver un avec qui ça a vraiment accroché. Il a commencé à travailler sur lui. On s'écrivait, on s'envoyait des messages, on se voyait de temps en temps, mais honnêtement, il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour se faire des amis. Il disait souvent des choses blessantes,
gratuitement, juste pour faire mal, que ce soit à moi ou aux femmes en général. Il avait clairement passé trop de temps sur des forums Black Pill, parce qu'il en parlait encore le jour où je l'ai invité à sortir avec mon équipe de quiz. Il y a quelques mois, juste avant que mes problèmes de santé n'empirent et que la pandémie éclate, il a repris contact. Il m'a envoyé un long mail qui était, à peu près correct, je suppose. Il avait eu une brève relation, ils avaient couché ensemble, puis il s'était rendu compte qu'il détestait encore les femmes, y compris elle, parce qu'elles ne correspondaient pas à son fantasme. Et il a compris que personne ne pourrait le faire. Il m'a parlé de ses contradictions, il ne voulait pas que les femmes dépendent financièrement des hommes, mais en même temps, il ne voulait pas qu'elles soient trop investies dans leur carrière, etc. Bref, un mélange de mauvaises idées et de double standards. Dans son message, il a aussi écrit des choses que j'ai détestées, comme le fait qu'il pense toujours que les femmes de notre âge sont passées, qu'elles ont de la cellulite, et ce genre d'idiotie. Je n'avais ni l'énergie ni l'envie de répondre longuement. Je me suis contenté de lui souhaiter de continuer à travailler sur lui-même, et surtout de ne pas sortir avec qui que ce soit tant qu'il n'aurait pas arrêté de haïr les femmes. Je me souviens de la première fois où j'ai découvert la communauté Incel, à l'époque, c'était en fait un espace plutôt utile. C'était plus un groupe de soutien pour des gens considérés comme peu attirants, socialement maladroits, etc. Il n'y avait pas encore toute cette rhétorique de gentil gars qui mérite du sexe. Tout le monde savait pourquoi il était célibataire involontaire, et on venait juste pour évacuer ses frustrations et recevoir un peu de soutien. Franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a même redonné confiance en moi. Puis la masculinité toxique a commencé à s'infiltrer, doucement mais sûrement, jusqu'à tout envahir, comme tout le monde le sait. De mon côté, je me situais dans cette zone incel où je n'étais pas moche, mais où ma personnalité ne brillait pas franchement non plus. Je passais tout mon temps à jouer à des jeux vidéo. Je n'avais rien d'intéressant dans ma vie, donc forcément, les femmes n'étaient pas intéressées. Et puis, je ne me mettais jamais dans des situations où je pouvais rencontrer des gens. Puis j'ai changé de boulot, j'ai rencontré des gens super, et j'ai commencé à faire de nouvelles choses. J'ai joué au hockey pour la première fois à 30 ans. J'ai rejoint un groupe qui participait à quelques tournois à l'extérieur, où on passait des week-ends dans différentes villes à se mettre des cuites dignes de Las Vegas. Mon job, dans la sécurité, est très social, donc je me suis mis à discuter régulièrement avec les femmes de l'équipe, ce qui a fait tomber peu à peu cette espèce d'aura mystique que je leur avais construite dans ma tête. J'ai aussi passé mon permis moto, et fait un road trip en solo depuis le Canada jusqu'à la frontière mexicaine, puis retour la même année. Je me suis lancé dans les TAFMUDER, j'ai acheté un pass saisonnier et j'ai participé à toutes celles que je pouvais rejoindre en voiture. Ensuite, je me suis mis sur Tinder et j'ai commencé à aller à des rendez-vous. Certains très bons, d'autres pas terribles, jusqu'à ce que je rencontre celle qui est devenue ma femme. Avec le recul, je pense que mon addiction à World of Warcraft m'a clairement freiné entre mes 20 et 30 ans. J'ai raté ces années qui sont pourtant essentielles pour se construire socialement. J'ai fréquenté un mec qui était probablement un peu autiste, ce qui, en soi, ne me posait aucun problème, je comprends ça. Mais son comportement était franchement bizarre. À l'époque, je sortais tout juste d'une relation très abusive, la seule autre que j'avais eue, donc je le voyais comme original, alors qu'en réalité il avait clairement besoin d'aide. Il n'était pas à l'aise avec les femmes, parce qu'il se fixait de manière obsessive sur certains sujets et répétait sans arrêt les mêmes blagues, les mêmes phrases. Ça ne me dérangeait pas trop, je suis plutôt cool comme personne. On est restés ensemble quelques années. Puis, la femme de son meilleur ami l'a quitté, et ce gars-là s'est plongé dans les discours MGTOW et compagnie. Il a commencé à dire à mon copain que les vierges, c'était mieux, qu'il fallait chercher des filles de 18 ans, alors qu'on était dans la trentaine. Mon copain a commencé à changer, à devenir encore plus bizarre. Il a essayé de me dicter comment je devais m'habiller quand on sortait, m'a dit que je valais moins parce que j'avais eu des enfants, a pointé une arme sur moi parce que je ne l'écoutais pas, et a exigé que je quitte mon travail pour m'occuper de lui. Et ce ne sont que quelques exemples.
Évidemment, à ce moment-là, je commence à préparer ma sortie, sans le dire. Je me fais des amis à l'extérieur, et il me suit en cachette pour vérifier que des mecs ne m'approchent pas. Et là, je rencontre un homme. On devient amis. C'est un mec bien, qui m'écoute et me laisse simplement parler quand j'en ai besoin. Mon copain commence à dire que je le trompe, et me propose qu'on ait une relation ouverte. Je dis ok. Je couche avec ce nouvel ami. Lui, il va à une fête, ne ramène personne, et personne ne veut passer trop de temps avec lui à cause de son délire incel. Quand il découvre que j'ai couché avec l'autre mec, il pète littéralement un plomb. Il casse mes affaires, me menace de mort. Je fuis chez mon ami. Et lui, il retourne le récit en mode « J'étais une traînée infidèle, lui n'avait rien fait de mal, il avait été dévoué, il s'était occupé de moi, blablabla. » Aujourd'hui encore, il est seul, aigri, et il se plaint tout le temps. Mais honnêtement, je ne suis même pas en colère. Parce que le soutien, l'écoute et la gentillesse que m'a offert mon ami, m'ont mené à l'épouser l'année dernière. Je n'ai jamais vraiment eu de succès avec les femmes en grandissant. Pas de copine au lycée, ma première relation amoureuse à 19 ans, et ensuite une deuxième à 26. 2 relations brèves. J'ai aussi eu ma première expérience sexuelle à 26 ans. J'ai longtemps eu du mal à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à attirer quelqu'un. J'avais pourtant un bon boulot, je gérais bien mon argent, je n'étais pas mal physiquement, je faisais du sport, je m'habillais correctement, je respectais les femmes, je ne les objectivais pas, je n'étais pas misogyne. J'étais juste un gars bien. Mais les femmes que je rencontrais et pour qui j'éprouvais des sentiments, ne ressentaient pas la même chose. Sauf celles que j'ai brièvement fréquentées. Aussi dur que ce soit à encaisser, je ne leur en ai jamais voulu. Elles ne me devaient rien juste parce que je les appréciais. Je n'étais pas non plus du genre à sortir en boîte pour chasser, ça n'a jamais été mon truc. J'ai donc été, en pratique, célibataire et abstinent pendant 11 ans, jusqu'à décembre dernier. Je n'ai jamais été aigri envers les femmes, ni pensé que j'avais un quelconque droit au sexe. Mais je savais que j'étais dangereusement proche du profil incel, simplement à cause de ma solitude, de l'image que je renvoyais, et du sentiment d'être invisible. C'était frustrant de voir des hommes toxiques réussir à séduire des femmes, pour ensuite les détruire. Cela dit, j'ai toujours su que le cliché du « bad boy » que les femmes adorent était bancal. En réalité, ce sont des mecs charmants au départ, qui baissent la garde des femmes, puis révèlent leur vrai visage une fois la relation bien installée. C'est de la manipulation pure. Ma solitude m'a plongé dans une dépression qui a duré 11 ans. Évidemment, ça n'aidait pas non plus à me rendre attirant. À un moment, je suis tombé amoureux d'une collègue pendant ces années noires, et c'était catastrophique. J'étais tellement mal dans ma tête que je ne savais pas gérer ça sainement. J'ai fini par faire un burn-out, et j'ai dû me faire arrêter. Avance rapide de 5 ans. Après des dizaines de rendez-vous Tinder sans succès, un bon ami me parle de sa nouvelle copine, qu'il trouve géniale. Ils sont dans une relation ouverte, ils font des plans à 3 ou à 4. Un jour, il lui parle de moi et de mon passé, et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi j'ai eu tant de mal à nouer des liens, même purement sexuels. Il me raconte ça, et je réponds un truc du genre « c'est gentil de sa part de dire ça ». Et là il me dit « non, non. Elle veut vraiment coucher avec toi. Avec moi. Tu veux bien ?» Bref, pour faire court, la semaine suivante, ma période d'abstinence de 11 ans a pris fin avec un plan à 3 avec mon meilleur ami et sa copine. Et c'était incroyable. Respect, consentement mutuel, rire, aussi sain qu'une telle expérience peut l'être. Quelques semaines plus tard, il me parle d'une autre amie à eux, qui cherche juste à s'amuser. Il me donne son numéro. Une semaine après, elle m'écrit « Viens chez moi, on passe une super soirée. » Et là, je passe de « je me sens comme un extraterrestre, je suis un mec normal, comme les autres ». Avec le recul, je pense que mon véritable problème, c'était le manque de confiance en moi. Mon estime de moi était au plus bas, et ça se voyait. Je n'osais pas faire le premier pas, j'étais trop discret, trop réservé.
J'ai toujours pensé qu'il me suffisait d'une seule expérience pour me débloquer, et maintenant que j'en ai eu plusieurs, je peux dire que j'avais raison. Je suis une autre personne aujourd'hui. J'ai retrouvé confiance, je me sens normal, mon anxiété a disparu, je suis plus détendu, plus heureux. La barrière est tombée, maintenant je sais que je peux plaire, que ce n'est pas une montagne impossible à gravir. Je suis convaincu que je finirai par rencontrer quelqu'un avec qui je pourrai construire une relation épanouie. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne personne. Ce gars ne correspond pas au cliché habituel de l'incel, il est littéralement ultra musclé. D'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé quand j'ai commencé à soulever. Mais honnêtement, il est aussi paumé qu'un caillou, et côté personnalité, y a juste rien. Le vide. Il aime les voitures? C'est à peu près le seul truc qui semble vraiment venir de lui. Le reste, c'est juste un patchwork de comportements pseudo-virils qu'il a adopté pour se forger une image. Le problème, c'est qu'il ne semble pas concevoir les femmes comme des personnes. Pour lui, c'est comme s'il existait une sorte de checklist, si tu coches toutes les cases, alors une femme t'est livrée chez toi, façon catalogue. Sauf qu'il ne sort jamais, ne fréquente aucun lieu social, ne fait pas de rencontres en ligne, donc même sa méthode imaginaire est vouée à l'échec. Ses muscles? Pour impressionner les femmes. Le pick-up hors de prix qu'il ne peut pas se permettre? Pour impressionner les femmes. Sa barbe mal fichue? Pareil. Il se trimballe aussi avec un couteau trop grand, genre, pourquoi? Il colle des posters de Playboy torse nu sur ses murs, il porte des bottes et un chapeau de cow-boy, sans jamais avoir quitté la ville. J'ai essayé de lui expliquer que, musclé ou pas, aucune femme ne veut d'un mec qui semble aussi manifestement faux. Je lui ai même dit, je ne sais même pas ce que toi tu aimes vraiment, en dehors de la muscu et des bagnoles. Il semble s'intéresser à mes hobbies de geek, pose plein de questions, mais dès que je lui propose de se joindre à moi, il décline, non, mec, je suis pas un nerd. Alors qu'il passe son temps à vouloir en parler. Franchement, j'ai de la peine pour lui. Il a 25 ans, un bon boulot, il prend soin de lui. Et si seulement il pouvait lâcher son masque, juste 30 putains de secondes, je suis sûr qu'une fille tomberait amoureuse de lui. Étrangement, tout a commencé quand j'ai lâché prise. Pendant des années, j'ai vécu dans l'idée que j'étais malchanceux avec les femmes à cause de ma timidité. Cette pensée me paralysait. Je me sentais impuissant, ce qui me frustrait et m'attristait énormément. Puis un jour, j'ai eu une révélation, je n'étais pas aussi démuni que je le pensais. Beaucoup de gens m'avaient conseillé de consulter un psychologue pour m'aider, mais je repoussais toujours. Surtout parce que je savais qu'un vrai traitement m'obligerait à affronter mes peurs, et ça, c'est dur, douloureux. C'est une vraie décision à prendre. J'avais une porte de sortie, une voie possible pour avoir des relations, mais il fallait passer par un processus éprouvant. Ce serait plus difficile pour moi que pour d'autres, mais ce n'était pas impossible. C'était un choix. Et j'ai choisi de ne pas le faire. La vérité, c'est que je ne voulais pas les femmes à ce point-là. Ma carrière comptait davantage, et je ne voulais pas traverser plus de souffrances. Cette décision ne m'a pas apporté de compagne tout de suite, mais elle m'a apporté la paix. Je n'étais plus figé, plus en décalage avec les codes sexuels de notre espèce. J'avais juste un plan de vie inhabituel, qui n'incluait pas de partenaire. Ironiquement, je suis passé d'incel à célibataire volontaire. Ça m'a permis de retirer les femmes du piédestal sur lequel je les avais placées quand j'étais dans une logique incel. J'ai cessé de voir dans cette tension constante quelque chose de mystique ou de sacré, j'ai recommencé à voir les femmes comme de simples personnes. Le sexe a cessé d'être un but en soi. Ma virginité ne me définissait plus. 1 an a passé. Cette paix intérieure s'est transformée peu à peu en confiance. J'étais bien avec moi-même, bien avec mon choix de solitude. Puis, un jour, j'ai croisé une fille magnifique dans mon labo. Je l'ai invitée à sortir. Je me suis dit, et puis merde, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce serait juste un bonus.
J'étais encore nerveux, bien sûr, mais j'ai osé. Et j'ai réussi. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je me considérais en grande partie comme un incel. Peut-être plus comme un gentil gars, mais au fond de moi, je croyais sincèrement que les filles ne s'intéressaient qu'aux chats et aux connards. C'était entre mes 12 et 18 ans, donc durant une grande partie de mes années formatrices. Voici l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je n'avais absolument aucune conscience du fait que les filles ne couraient pas après les mecs toxiques, parce que c'était tout ce que je regardais. Chaque fois que je voyais une fille jolie en couple, je partais du principe que son copain était une mauvaise personne. Pas parce qu'il l'était réellement, mais parce que je pensais que je serais forcément mieux pour elle que n'importe qui d'autre. Je ne voyais pas mes propres défauts, alors je supposais le pire de l'autre gars. La vérité, c'est que tout ça vient d'un énorme manque de confiance en soi, et souvent d'un grand isolement social, surtout vis-à-vis des autres garçons. Quand tu n'as pas beaucoup d'amis masculins, tu finis par croire que seuls les mecs arrogants séduisent. En réalité, ils montrent du charisme et de la confiance en eux, des choses qui plaisent, tout simplement. Tout le monde le sait. C'est un manque de lucidité. Il est plus facile de se dire qu'on est trop petit, trop moche, pas assez talentueux, plutôt que d'admettre qu'on a une personnalité pourrie et zéro charisme. Tu ne verras jamais un incel heureux et charmant. Si je pouvais revenir dans le passé et parler à mon ancien moi, je lui dirais ceci: les filles ne cherchent pas un seul type de mec. Elles ne veulent pas juste un grand gars ou un mec avec une mâchoire carrée. Elles veulent quelqu'un avec qui elles se sentent bien. Elles ne veulent pas qu'on les mette sur un piédestal, elles veulent être respectées. Et surtout, elles n'existent pas pour coucher avec toi. Elles n'existent même pas pour être ton ami. Elles ne te doivent rien, personne ne te doit rien. Ce n'est pas parce que tu es attiré par une fille qu'elle est obligée de te rendre cette attirance. Ne deviens pas ami avec une fille dans le but de coucher avec elle. Sois reconnaissant qu'une personne trouve en toi une quelconque qualité qui lui donne envie de passer du temps avec toi. Sois reconnaissant qu'elle veuille être ton ami. Tu es superficiel et tu ne t'intéresses qu'au physique. Prétendre que tu valorises la personnalité, c'est du vent. C'est tout. J'étais un gamin en colère. Aujourd'hui, je suis fier de l'homme que je suis devenu. J'ai longtemps souffert d'un manque de confiance en moi, mais avec le temps, ça s'est atténué. J'ai traversé des phases sombres, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre. C'est pourquoi j'éprouve de l'empathie pour les incels, ils ne savent pas à quel point ils se trompent. Parce qu'assumer ses torts et travailler sur soi, ça demande du temps et de l'énergie. Haïr les filles, par contre, c'est simple. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé à me remettre en question plus tôt. Je suppose que j'ai été un incel entre 23 et 27 ans, après avoir quitté l'armée. J'étais déprimé, trop maigre, socialement isolé. Je ne suis jamais devenu obèse ni accro aux jeux vidéo comme le veut le stéréotype. Je bossais beaucoup, je traînais avec mon chien, je fumais beaucoup trop de weed, et j'ai juste fini par oublier comment interagir avec des femmes. Ce qui, honnêtement, n'était peut-être pas une mauvaise chose. La plupart de mes relations avant 23 ans étaient au mieux vides de sens, au pire carrément toxiques. Sortir de cette période de ma vie a été un long combat, qui a nécessité un vrai effort pour essayer d'être plus positif et plus sociable. Un événement marquant a été l'achat d'une moto à 27 ans et l'apprentissage de la conduite. Ça m'a mis une vraie claque, ça m'a sorti de ma routine et m'a fait réaliser que la vie ne se résumait pas à une lente descente après les années pleines d'adrénaline entre 18 et 22 ans. Il y avait encore de nouvelles expériences à vivre. Puis j'ai rencontré une femme avec qui je ne pouvais tout simplement pas me permettre de répéter le schéma habituel, flirter un peu puis me retirer maladroitement. Je me suis forcé à rester concentré quand on parlait, j'ai surmonté mon anxiété pour l'appeler et lui écrire tous les jours. Et j'ai même fini par faire des choses complètement folles pour moi à l'époque, comme m'habiller avec soin et aller dîner avec elle. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi auparavant. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai encore quelques soucis, mais je suis très heureux.
Alors si je devais m'adresser à mon ancien moi, je ne dirais rien. Il fallait juste vivre tout ça. Tiens bon, gamin. J'ai traversé une période de haine de soi auto-infligée au début de la vingtaine, et j'avais alors un état d'esprit très proche de celui des incels. À la différence que je n'ai jamais eu de pulsion violente ou de volonté de harceler qui que ce soit, mais je blâmais les femmes de ne pas vouloir me parler. De me rejeter. Quelqu'un plus haut a parlé de maturité et de la personne qu'il était au lycée. J'étais pareil. Plutôt pas mal physiquement, mais une personne horrible. Superficiel est vraiment le mot qui décrit parfaitement le type que j'étais à l'époque. Et cette vision déformée de moi-même m'a suivi jusqu'à mes 20 ans, avec les conséquences qu'on imagine. Ce n'est qu'autour de 27 ou 28 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, tout en étant complètement défoncé parce que je fuyais mes problèmes. Mais la philosophie m'a transformé. Elle m'a forcé à me regarder en face, à être honnête avec moi-même. À me tenir responsable de mes actes, mais aussi à me pardonner pour les erreurs que j'ai commises. Elle m'a fait comprendre que j'avais en moi le pouvoir de changer, de m'améliorer. C'est à ce moment-là que mon ressentiment envers les femmes a pris fin. Et je suis heureux d'avoir survécu à cette période de ma vie. Je pense qu'une grande partie du problème vient de la manière dont les relations sont représentées dans notre société. En tant que mec qui a grandi dans les années 90, j'ai toujours vu dans les films que les femmes étaient celles qu'on devait sauver, et que pour conquérir leur cœur il suffisait d'être un « gentil garçon ». Ce conte de fées qu'on nous sert dès l'enfance crée des attentes irréalistes sur le rôle de chacun dans une relation. On ne nous apprend jamais que les relations sont difficiles, ni qu'aucune relation ne devrait être la source unique de notre bonheur. Si on m'avait enseigné ça plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Mon plus gros problème, c'était que je cherchais à valider mon bonheur à travers une relation. Ça m'a rendu vulnérable, facilement manipulable, et m'a fait plonger encore plus profondément dans un état d'esprit toxique. Mais avec du recul, je suis content d'avoir traversé cette période. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour que j'ai toujours cherché, et je ne pourrais pas être plus heureux. Mes relations sont plus vraies, parce que j'ai une vision nouvelle et plus saine. Et oui, je vois les femmes très différemment désormais. J'ai même recontacté plusieurs camarades de lycée pour m'excuser du comportement que j'ai pu avoir à l'époque. Le surnom de « connard » aurait été parfaitement approprié pour le type que j'étais. Pour moi, l'état d'esprit incel naît d'un profond dégoût de soi et du refus de reconnaître ses propres failles. Les femmes ne sont pas des objets sexuels. Personne ne vous doit de l'attention. Elles sont des êtres humains, et elles méritent le respect. Le jour où ces incels comprendront qu'ils ont gaspillé les plus belles années de leur vie à accuser les autres de leurs échecs au lieu de changer ce qui n'allait pas, ce sera leur plus grand regret. Parce qu'en réalité, ils avaient depuis le début le pouvoir de transformer leur situation. J'ai fréquenté un mec qui, honnêtement, correspondait pas mal à ce qu'on appelle un incel, même s'il avait recours à des escorts pour le sexe. Il se disait féministe, mais il méprisait les filles qu'il considérait comme des Stacy. Il pensait que les femmes ne l'aimaient pas parce qu'il était moche. Il avait de gros problèmes de dépression, c'est vrai. Mais il n'arrivait pas à comprendre que si les filles ne s'intéressaient pas à lui, c'était surtout parce qu'il ne prenait pas soin de lui. Il était paresseux, passait ses journées à jouer aux jeux vidéo, je devais littéralement le forcer à se doucher, il avait un travail mais appelait malade presque tous les jours. Sa mère était ultra intrusive, la première fois que je suis allé chez lui, elle était en panique en train de changer les draps de son lit. Et à la fin, il est devenu méchant. Il se moquait de mes croyances spirituelles, me disait que j'avais tort. Ces 2 mois ont été une perte de temps, et depuis je me suis éloigné du monde des rencontres. Je suis épuisé et écœuré d'avoir accepté de me mettre dans une telle situation. J'espère sincèrement qu'un jour, il comprendra que le problème, ce n'est pas le monde entier autour de lui. C'est lui. Au lycée, je pesais 140 kilos et mes seules conversations tournaient autour des jeux vidéo. En particulier World of Warcraft.
J'étais gentil avec plein de filles. Je pensais être le parfait gentleman, comme ma mère m'avait appris à l'être. J'avais des amis, mais je n'arrivais jamais à intéresser une fille sur le plan amoureux, sauf une fois. Une fille est sortie avec moi pendant 4 heures, sur un pari, avant de me larguer en public dans la cafétéria. Ça m'a brisé. Et j'ai commencé à nourrir du ressentiment envers les femmes. Puis, avec le temps, j'ai compris que c'était mon hygiène déplorable et mon excès de poids qui repoussaient les filles. Alors j'ai commencé à aller à la salle, j'ai perdu 50 kilos, adopté un nouveau style, pris soin de moi, changé ma façon de m'habiller, et je sentais bon. Et là, en arrivant à la fac, tout a changé. Les filles n'avaient soudainement plus assez de moi. Mais après toutes les humiliations du collège et du lycée, j'étais devenu accro à cette validation. Je changeais de copine tous les mois, j'étais connu pour mes aventures d'un soir. Je voyais les femmes comme un jeu, un moyen de combler un vide. Et je n'en avais jamais assez. Cette période a duré des années, jusqu'à ce que je réalise que j'avais un vrai problème. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis marié. Je suis toujours en forme, mais je ne suis plus obsédé par la muscu comme avant. Et ce qui est étrange en écrivant tout ça, c'est de réaliser que j'ai vécu 2 vies bien distinctes en l'espace de 15 ans, celle d'un ado solitaire accro au jeu et à la nourriture, puis celle d'un jeune homme extraverti et fêtard, dépendant du regard des autres. Et quelque part, je suis encore un peu des deux. J'ai perdu ma virginité à 23 ans. Entre 19 et 21 ans, je gravitais autour des cercles incels. J'avais des amis sur Tumblr qui allaient finir par en devenir, je suivais des gens qui parlaient de la misogynie comme si elle était justifiée par la façon dont les femmes les traitaient. Je lisais des sites comme Red Pill et même quelques articles de Return of Kings, en hochant la tête. À cette époque, je considérais les relations amoureuses et le sexe comme quelque chose de purement transactionnel. Et dans cette logique, j'étais convaincu que je n'aurais jamais accès à cette transaction, parce que j'étais moche, incapable de créer du lien, je vivais au jour le jour chez mes parents et n'avais rien à offrir. Qui pourrait jamais être attiré par moi? Je n'avais pas beaucoup de femmes dans ma vie. La plupart ne me parlaient pas, et je pensais que c'était parce que j'étais inintéressant et laid. Aujourd'hui, je sais que c'était surtout parce que j'étais un petit con malpoli qui ne regardait même pas les gens dans les yeux. Les seules femmes vraiment présentes dans ma vie étaient ma mère et ma sœur, et à l'époque je les considérais comme des idiotes, comme des sous-humains, une honte de la classe ouvrière. Ma mère est une femme formidable, et je regrette profondément d'avoir pensé ça d'elle. Ma sœur, disons qu'elle pourrait toujours faire un bon épisode de Jerry Springer. J'en suis arrivé à m'entourer de gens qui méprisaient profondément les femmes. On passait notre temps à parler de structures sociales qui, selon nous, étaient conçues pour nous écraser. On imaginait un monde où les femmes existaient pour nous satisfaire. On se sentait lésé, comme si notre apparence et notre manque d'ambition étaient des injustices imposées par la société. On évoquait même les souffrances masculines, comme la guerre ou le suicide, pour se convaincre que les hommes avaient une vie bien plus dure que les femmes. Parfois, certains faisaient des commentaires épouvantablement sexistes. Mais on les ignorait. C'était juste un mec qui craquait un peu. Jimmy ne voulait pas vraiment droguer la copine de son coloc, il disait ça parce qu'il était amoureux d'elle et ne savait pas comment gérer ça. On voyait ces horreurs comme de simples fantasmes inoffensifs. Puis, à 23 ans, j'ai essayé le LSD pour la première fois avec un gars que je connaissais du lycée, mais avec qui je n'étais pas proche à l'époque. On a commencé à traîner ensemble, je passais beaucoup de temps chez lui et sa copine. Et avec elle, j'ai noué une vraie amitié. Platonique. C'était sans doute la première femme que j'ai vraiment vue comme une personne. Pas comme un objet, pas comme une récompense, mais comme un être humain avec ses propres rêves, ses échecs, ses déceptions. C'est aussi à cette période que j'ai rencontré une fille en ligne. On a commencé à coucher ensemble. C'était une personne brisée, profondément dépressive, qui s'entourait de gens qu'elle détestait parce qu'elle pensait que c'est tout ce qu'elle méritait. Et j'ai compris ce sentiment. Ce n'était pas une relation saine, mais c'était une expérience marquante. En un sens,
elle incarnait toutes les choses horribles que moi et mes anciens amis pensions sur les femmes, sauf qu'en apprenant à la connaître, j'avais le contexte. J'avais son histoire. Avoir ces deux femmes très différentes dans ma vie m'a fait évoluer. J'ai commencé à réagir quand mes anciens amis tenaient des propos sexistes. Parce que maintenant, ils parlaient de personnes que je respectais, que j'aimais. J'ai fini par couper les ponts avec eux. La vie a continué. Je ne parle plus à ces deux filles, mais aujourd'hui je suis dans une relation ridiculement heureuse. Parfois, je vais jeter un œil sur mes anciens cercles en ligne, moins qu'avant, et c'est devenu un marécage de haine et de mépris. Un climat délétère, ce réflexe du « nous contre eux » qui pourrit tout. Des hommes amers, parfois dans la cinquantaine, qui manipulent de jeunes garçons perdus pour leur faire croire que tout est contre eux. Suffisamment pour qu'un jour, certains passent à l'acte. Qu'on se retrouve avec un autre Elliot Rodger. Je suis convaincu que ce dont ces garçons ont besoin plus que tout, c'est de quelques amis. De vraies femmes dans leur vie. Pas des fantasmes, pas des trophées, mais des personnes, avec des défauts, des rêves et des blessures. Peut-être que c'est un biais personnel, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Mais parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer. Juste un peu de perspective et une poignée d'humanité. J'ai 3 amis célibataires, et chacun incarne un type bien distinct dans ce monde bizarre qu'est celui des mecs qui galèrent avec les femmes. Le premier est, sans détour, un vrai creep. Il parle sans gêne de son obsession pour le lolicon et il fantasme sur des filles qui ressemblent à des gamines de 12 ans. Il rêve de tomber sur une nana qui partagerait à la fois son délire malsain et ses hobbies ultra nerds, les jeux de figurines, tout project, ce genre de truc. À une époque, une fille s'était intéressée à lui. Elle était gentille, sincère, pas du tout désagréable à regarder, juste un peu ronde, rien de plus. Mais lui, il l'a rejetée sans hésiter, en disant qu'elle était trop grosse. Ce mec se permet d'écarter des femmes pour leur physique alors qu'il ressemble à Gollum qui aurait été élevé dans un sous-sol humide. Ce n'est pas juste de l'hypocrisie, c'est une déconnexion totale avec la réalité. Le deuxième est l'incarnation du pathétique. C'est un gouffre à auto-apitoiement. Il ne parle quasiment que pour se plaindre, il est trop gentil, toujours seul, pas fait pour l'amour, et j'en passe. Il s'est même donné un surnom ridicule, genre Panda, et parle de lui-même à la 3e personne avec ça. Panda n'a pas eu de rendez-vous depuis 3 ans, Panda a un cœur brisé. Ce genre de truc. C'est censé être mignon, mais en vérité c'est juste lourd. Et les gens finissent par s'éloigner, pas parce qu'ils le détestent, mais parce qu'ils n'ont plus la force de supporter cette spirale de lamentation constante. Et puis il y a le 3e. Celui-là, franchement, je ne comprends pas comment il est encore célibataire. Il est bien foutu, drôle, sociable, brillant, équilibré. Il est passé par les applis, les mises en relation organisées par des amis, il a essayé toutes les méthodes classiques. Mais il n'a pas encore trouvé la bonne personne. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ni de faire les choses bien. C'est juste une question de compatibilité, de timing peut-être. Il ne cherche pas la perfection, il cherche quelqu'un avec qui ça cliquera vraiment. Et quand il la trouvera, cette personne aura une sacrée chance. Parce que lui, c'est un vrai bon gars. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.